Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel Outlook. Cette fois, on passe au sujet des cryptos, le fameux sujet des cryptos. On a eu une année assez spectaculaire, en tout cas pour ceux qui suivent de loin comme moi sur la thématique du Bitcoin. On a quand même fait des extrêmes, hein. On a battu des records historiques. Aujourd'hui, on a bien corrigé. Donc, on va discuter de tout ça pendant les prochaines 30 minutes. The floor is yours. Moi, je vais faire beaucoup moins de bruit parce que j'y comprends rien comme chaque année, mais enfin, on va revenir sur le sujet. Alors, quid du marché crypto? Ah ouais, je pense que Thomas, tu as bien résumé la situation. C'est une année à la fois positive et décevante. Décevante pourquoi? Parce qu'on pouvait avoir fin 2024 en tête des objectifs de cours sur le cours du Bitcoin en dollars plus élevés. Voilà la cible des même 150 000, allez, 200 000 dollars qui circulaient. Le cours du Bitcoin a quand même fait un nouveau record historique. Il en a fait plusieurs tout au long de l'année, mais sans jamais réellement parvenir à accélérer de manière verticale. On parlait de la verticalité de l'or, par exemple. Bitcoin, en 2025, n'a pas eu de verticalité d'ailleurs sur ce cycle qui a démarré en 2022 à 15 000 dollars. Il n'y a pas eu de verticalité sur Bitcoin, très peu en tout cas. Et donc 126 000 dollars, le record du 6 octobre dernier. Et quand on fait la synthèse, fin 2025, on doit être, le point mort annuel est autour des 93 000 dollars, 94 000 dollars. Bon, ça dépend le moment où vous allez regarder la vidéo, mais on voit que Bitcoin termine au mieux au point mort, au mieux à l'équilibre sur l'ensemble de l'année. Donc c'est décevant et en soi, c'est une rupture parce que si on s'en tient simplement au cycle de 4 ans de Bitcoin, l'année qui suit le halving, donc le dernier halving, c'était 2024, a toujours été haussière et a priori, cette année 2025 ne le sera pas. En même temps, tous les cycles passés de Bitcoin, ce fameux cycle de 4 ans, ce cycle s'est terminé au 4e trimestre de l'année qui suit le halving. Donc la question en fait se pose, la question est simple pour commencer, sommes-nous entrés dans le fameux bear market cyclique depuis le 6 octobre? Ou est-ce que ce scénario-là est un piège? Est-ce que le marché va repartir avant? Voilà, c'est, je pense, la question centrale qu'on peut commencer à se poser, cher Carlos, cher Thomas. Oui, non, Toi, Carlos. effectivement. Bon, déjà, c'était une année décevante, je pense, pour la majorité des investisseurs, puisque on a eu un rallye qui était trop rapide, hein, avec l'élection de Trump, etc., fin 2024, qui n'a pas arrivé à sustenter ce pricing. Donc, les 100K, un peu, les 100 000 dollars qui sont un peu psychologiques. On a vu par contre pas mal de devises qui commençaient ce debasement, ce qui a arraché un peu surtout en Occident, l'attention sur Bitcoin. Mais pour moi, on a surtout une rupture de cycle, hein, dans le sens où Bitcoin se sépare du reste des cryptos. Bitcoin était vu un peu comme l'asset, comme l'or digital. Il n'a pas été capable de sustenter cette dynamique. Et je pense que les investisseurs ont été déçus dans ce point-là. L'institutionnalisation des cryptos a bien aidé à la stabilité du prix pour une certaine période, mais on a commencé à voir énormément de leverage qui se construisait dans le marché, donc beaucoup d'effets de levier qui commençaient à produire beaucoup de tension. D'où la séance du 10 octobre dernier, Exactement, où on a eu des séance records. catastrophique en deleveraging, Exactement. massive sur les alts. Certaines ont tendu vers zéro l'espace de quelques minutes avant de se reprendre. Exactement. Et on se rappelle, du coup, on parlait de cette institutionnalisation de l'asset class, mais PX se sont rendus compte que la liquidité, elle n'était pas là. Dès que les market makers ont dû pull the trigger, comme disent les Anglais, non, sortir du marché pour éviter des pertes colossales, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines alts qui avaient des market cap qui étaient quand même très solides, partir, mais vraiment dans la même séance, à du 90%, voire plus, une tendance vraiment vers zéro. Ah, il y a eu des moins 95% en temps réel, même Exactement, oui. ailleurs chez ces reprises. D'ailleurs, c'est un des schémas de l'année. C'est-à-dire que même si Bitcoin a fait de nouveaux records, sur ce cycle-là, il n'y a pas eu la traditionnelle saison dite des alts. Alors, saison des alts qui a existé en fait réellement 2 fois dans le passé, en fait réellement une fois à une autre époque, qui était l'époque 2020-2021, où déjà les jetons étaient moins nombreux, la finance traditionnelle n'était pas la même, les taux d'intérêt n'étaient pas les mêmes. Mais overall, c'est une année décevante pour le cours du Bitcoin, c'est une année décevante pour les cryptos. Et tu parlais à l'instant de l'or. Si on exprime le cours du Bitcoin en or, ou si on exprime le cours du Bitcoin en argent, donc on ne fait pas Bitcoin dollar, on fait Bitcoin gold, Bitcoin slash or, argent, nous sommes en marché baissier depuis décembre 2024. En fait, dans les 3-4 semaines qui ont suivi la victoire de Trump, avant même le début de son premier mandat, la phase baissière relativement aux métaux précieux a déjà commencé. Donc c'est ça aussi, c'est une question importante, c'est sommes-nous entrés dans un bear market en dollars? Sommes-nous en fait déjà en bear market depuis plus d'1 an face aux métaux précieux? C'est pour moi, est-ce que toi d'ailleurs, est-ce que tu crois, Carlos, en ce cycle de 4 ans qui dépasserait tout le reste et qui s'imposerait quoi qu'il arrive à Bitcoin?
Est-ce que tu y crois? Tu penses que ça peut se maintenir? Le halving, tu perçois ça encore comme quelque chose d'important? Moi, déjà, ce dernier halving, quand on discutait sur ça dans mon entourage, surtout proche, donc tout ce qui est monde crypto-monnaie, moi, j'étais quand même assez sûr qu'avec la vague d'institutionnalisation, tout allait changer. Parce que ces 4 ans, ce cycle de halving, c'est des critères qui étaient peut-être surimportants maintenant pour une base d'investisseurs en Bitcoin, mais on s'est rendu compte que c'était peut-être les retail qui avaient une forte tendance à générer ce cycle. Ce qu'on se rend compte avec l'entrée des institutionnels. Ils peuvent l'ignorer, ce chiffre. Exactement, et c'est ce qu'on a vu avec les flux des ETF, par exemple. Bien sûr, On n'a pas vu cette reprise, cet influx massif post-halving nécessairement, et je pense que ça, c'était un premier indice comme quoi, au minimum pour Bitcoin, les choses étaient en train de changer. cette question est importante parce que si on part du principe que ce cycle de 4 ans est mort, alors là, on aurait fait le sommet de cycle à 126 000 $. Si on va jusqu'au bout de la déjà, en général, tous les cycles passés de Bitcoin se sont terminés par ce qu'on appelle un blow-off top, c'est-à-dire une vraie accélération. La verticalité. Oui. On n'a pas eu de verticalité. Donc s'il n'y a pas eu de verticalité, est-ce qu'on a le traditionnel bear market dont le drawdown historique est quand même massif? Pardon, il est, décroissant ce drawdown, mais c'est quand même -50, -60, -70. Donc voilà, c'est ça quelque chose j'ai du mal à adhérer à cette idée que Bitcoin soit parti pour un -60, -70% tous les 126 000 $, sachant qu'on ne part pas d'un excès. Par contre, on peut revenir, je pense par exemple, tu sais, vous savez, tester l'ancien record, c'était 69 000 $, le record 2021. Mais enfin voilà, donc moi, première doute que je pose, cette idée que Bitcoin serait condamné à un marché baissier en 2026, il y a beaucoup d'approches qui peuvent le remettre en question. Il y a même d'autres corrélations qui, je ne sais pas si Thomas, toi, qui a un avis, un peu, Non, global, j'ai pas de corrélation, mais je lisais pas mal d'articles où certains disaient justement, on parlait tout à l'heure de la problématique du Japon, du carry trade, le fait que ça pourrait démonter pas mal de positions. Est-ce que selon vous, il y a un risque finalement, s'il y a un démantelage du carry trade, que tout d'un coup, il y a un nouveau sell-off qui, a cette fois, peut-être emmènerait le Bitcoin au niveau des 69 000, 79 000 pour dire, OK, peut-être qu'on a vu le trou à ce moment-là. Est-ce qu'il peut y avoir une corrélation? Parce qu'on dit beaucoup ces derniers temps qu'il y a une Alors, corrélation entre les actifs risqués et exactement, moi, par rapport à ça, ce que j'ai vu, c'est que alors déjà vu maintenant la valeur actuelle des taux japonais, je pense plus qu'il y ait vraiment beaucoup de nouvelles de positions de carry trade. En fait, ce qu'on sait sur ces positions de carry trade, c'est qu'elles sont venues alimenter les actifs, internationaux de beaucoup de pays, de beaucoup de classes d'actifs différentes, et d'une certaine façon, les choses se sont un peu lissées. Je pense pas qu'il y ait eu derrière je pense pas que par exemple, le précédent cycle qui avait eu une saison des altes ait été spécifiquement alimenté par le carry trade. C'est un moteur qui disparaît, mais je pense pas que ce soit, la raison principale du fait que, par exemple, le marché des alts n'ait rien fait cette année et même en baisse. Heu, Si le marché des altcoins, a été décevant cette année, ça le concerne lui-même. Il y a trop de jetons, exactement. beaucoup trop de jetons. Heu, les mêmes coins ont tout détruit. Et puis derrière, il faut voir aussi que la plupart de ces jetons, qui se sont envolés en 2021 pour atteindre des market cap en dizaines de milliards de dollars, fallait les justifier. Et même certaines qui sont en baisse maintenant de 80-90 depuis 3 ans, valent encore 2, 3, 4 milliards de dollars. Mais ça justifie comment? On dirait il y a pas de salariés derrière ou très peu. Enfin, donc, en fait, il y avait des excès qui avaient besoin de dégonfler. Donc, moi, je ne verrais pas le carry trade comme un risque spécifique pour le marché crypto. Oui, non, moi non plus. Ce que je vois par contre un risque, c'est, cette séparation entre utilité, dont on discutera après concernant stablecoin et autres cas d'usage, avec un peu le cas d'usage des meme coins qui était la spéculation. Donc, Cercle zéro, tout ça. exactement, mais est-ce que les gens ne cherchent pas de la volatilité? OK, ils l'ont pas eu cette année et Exactement. Ou ils l'ont eu, dans un seul sens. Oui. Mais moi je pense que ce décollage qu'on a eu des meme coins, surtout à un moment, je dirais vers mars-avril, un peu ce qu'il nous a voulu montrer, c'est que, il y a un type d'investisseur qui est l'investisseur spéculatif, qui a vu plus de volatilité ou une volatilité au moins assimilée dans des marchés traditionnels, et ils ont préféré partir dans ces marchés traditionnels et du coup abandonner les jetons qui étaient quand même les plus spéculatifs. Et ce qu'on a vu après, un peu le vide qu'il y a eu en été, où les Anglais disent beaucoup «no news, bad news», dans le monde des cryptos, surtout les cryptos qui ont des très mauvais fondamentaux, comme tu mentionnais. Ce qu'on a vu, c'est une course
vers deux marchés très distincts. C'est le marché des perpétuels, qu'en crypto, on appelle ça, en gros, c'est des produits de levier à effet de Mais les levier, contrats perpétuels, très ça assimilés au... explose les contrats Exactement. Donc, on a l'offre adressée au retail est en train d'arriver massivement en Europe d'ailleurs. Exactement, avec Mika, on a découvert un peu que les perpétuels peuvent être MiFID II compliant. Donc, ça veut dire qu'on peut offrir ça à des retails avec des Levier. J'ai toujours un peu de mal ça avec le principe, d'appliquer du levier sur des cryptos. Alors après, c'est pas la profondeur des alts, hein. On reste quand même sur des jetons, mais en tout cas, ça finira peut-être par relancer la spéculation et la hausse du marché des alts, hein. Exactement. Mais ce Pour qu'on le voit, coup, c'est il y a envie. Parce que si c'est pas les perpétuels où on a vu cette vague, maintenant on a la vague un peu des prediction markets. Donc tout ce qui concerne parier sur, ah bon, ils aiment pas qu'on utilise le mot parier, mais outcome based. Donc on va prendre une position sur une situation, que ce soit Trump en train de dire un certain mot un nombre de fois, que ce soit un événement sportif ou que ce soit un événement politique. On voit beaucoup d'argent qui rentre en flux vers Kalshi et Polymarket, qui sont les deux players dominants dans ce qui concerne les prédictions market. Donc pour moi, c'est pour ça que le cycle de 4 ans est remis en question. Ce que moi je vois de mon point de vue, c'est une maturité de certaines lignes de business. Donc on est en train d'oublier toute cette ligne 2021-2022 qui était très focalisée sur les réseaux et les protocoles, donc pour ce cas-là DeFi, qui pour moi vont avoir un nouveau Eldorado en 26, on parlera c'est après. d'accord, Exactement. Et le deuxième, c'est un peu cette séparation entre les assets institutionnels, les assets, l'equity privé, donc tout ce qui concerne Kalshi, Polymarket et le marché des stablecoins et des paiements, qui est devenu complètement privé, donc on n'a pas accès à lui. C'est pour ça, je pense, quand on discute du marché traditionnel, qu'on voit Circle qui a ses multiples extrêmement élevés. Et finalement, tout ce qui est meme coin et autres, qui reste un personnage secondaire à l'instant, puisque on peut aller chercher la volatilité ça ailleurs. va même disparaître à un moment ou à un autre. Il faut, je pense, faut purifier le marché il faut délister les mauvais jetons. Exactement, c'est un processus de drainage, on peut dire. Non, Trump disait ça dans sa campagne à une époque avec, en combattant un peu Nancy Pelosi, non, il y avait le drain the swamp rhétorique qui était là. Je pense qu'en crypto, on a eu cet événement-là, sauf que beaucoup plus transparent et très soudain. Oui. Bon, en tout cas, si on en reste sur cette adoption institutionnelle, au niveau des ETF, il y a beaucoup d'arrivées qui sont attendues, beaucoup de retard d'ailleurs, parce qu'il y a eu l'épisode du shutdown qui a tout reporté. Mais tu vois, moi, je pense que si le marché des alts doit redémarrer, c'est forcément là où tu vas avoir déjà du fondamental, un minimum de TVL. Et puis, en fait, la dizaine de jetons vers lesquels on s'oriente pour avoir des ETF spot US validés par la SEC, et sur certaines thématiques du marché des alts. Oui, moi je pense que les thématiques vont devenir de plus en plus importantes. Des dans thématiques qui cryptos. rapportent vraiment de l'argent, des thématiques où derrière tu as du concret. Et bah, par exemple, parler de la finance décentralisée, donc alors certains voient ça comme du shadow banking, c'est du financement sur la blockchain, hein. Et là, pour le coup, c'est des jetons qui ont gardé une bonne structure technique. Tu as des jetons candidats pour lesquels même tu as des ETF qui arrivent. Donc les alts, maintenant, tu en as tellement que tu peux plus les choisir au hasard et ça va forcément exploser. Et moi, quand j'entends maintenant la majorité qui enterre un éventuel retour de la saison des alts, moi, je pense qu'elle reviendra, mais ce sera vraiment concentré sur une sélection de jetons. Tu parlais de la finance décentralisée, moi, là, j'y crois. Oui, non, moi je suis complètement d'accord avec Alors, on ça. va pas exploser comme en 2020-2021. Il s'est monté sur des niveaux. On est institutionnalisé maintenant. C'est un peu ce que je dis toujours. Donc, c'est fini ces mouvements trop soudains, purement spéculatifs. Maintenant, on aura des mouvements très soudains et très spéculatifs, mais avec du fondamental derrière. Et tu penses à quel jeton, par exemple, si tu es en citer un? Donc, pour moi, TradeFi, j'allais dire. Dans le contexte DeFi, il faudrait séparer ce qu'on appelle lending protocol, donc tout ce qui est protocole assimilé à une banque, donc de prêt. Donc pour moi, il y a un peu les trois dominants, c'est AV, donc il y a un modèle centralisé, c'est-à-dire un modèle dans lequel tous les fonds sont mis en commun pour différents marchés. On a le modèle des Français de Morpho, qui reste un modèle atomisé, c'est-à-dire dans lequel chacun va paramétrer ses risques. Au lieu d'être centralisé, on va les, du coup, splitter. Donc, chacun a ses points positifs et ses points négatifs. Si on concentre, on a un marché beaucoup plus efficace, mais avec des risques de points uniques de malfonctionnement. Par contre, avec l'équivalent de Morpho, on peut se dire, bon, au moins le marché est moins efficace, mais les risques sont contrôlés entre les différentes vaults, qui est un peu le mot qu'on utilise.
Et puis moi, je ferais le lien en même temps avec la finance traditionnelle où ce qui avait fait que la finance décentralisée avait explosé en 2000-2021, pour rester simple, hein, c'était les taux d'intérêt du marché de la finance traditionnelle qui tendaient vers zéro Exact. et des bilans en hausse. Alors, je ne dis pas que 2026 va avoir une répétition de ce schéma-là, mais d'un point de vue monétaire, je pense que 2026 peut être une année quand même plus souple. Et il y a quelque chose qui se passe là au niveau du bilan de la Fed. Et, et rien que ça peut réattirer des capitaux vers des jetons de la finance traditionnelle qui, pour le coup, sont tout en bas. On parle par exemple sur le marché action de la tech qui est tout en haut, qui est très valorisée, qui est très cher, qui est topiche. Même on parlerait du gold et du silver qui sont topiches. Sur le marché crypto, ça va être difficile de trouver du topiche. Par Oui, contre, non, je suis d'accord. on peut trouver de la bottomisation. Et moi, aller chercher de la bottomisation sur quelques jetons stars de la DeFi, avec en plus derrière, vers janvier-février, des ETF US qui vont arriver, je ne vois pas pourquoi, à un moment ou à un autre, les capitaux n'y iraient pas. Oui, totalement d'accord. Donc, je ne dis pas que 2026, nous allons échapper au bear market Bitcoin. Mais si vraiment on répète ce schéma-là, je ne le vois pas agressif, je ne le vois pas moins 70%. Par exemple, là, je lis retour du cours de Bitcoin à 20-25 000 $. Moi, je vous donne mon point de vue, j'y crois pas. Je me mouille, puis chacun pourra constater. Je m'étais mouillé l'année dernière, j'ai eu tort, je l'admets, 200 000, on les a pas fait. Je me mouille cette année, je dirais worst case scénario, aller rechercher une zone entre 55 000 et 65 000 $. Et moi, cette zone, je la paye, tout comme un ETH à 1500-2000, pour moi, ça s'achète. Voilà, c'est des zones d'accumulation. C'est à un moment ou à un autre, si vraiment l'institutionnalisation est là et les capitaux veulent y aller, c'est une zone. Je ne vois pas pourquoi les capitaux ne reviendraient pas à ce niveau-là. Un peu les plus massifs qui sont rentrés dans les ETF cette année, parce qu'on en a beaucoup entendu parler. C'est quoi? C'est BlackRock qui a rentré Entre autres, ouais. le gros ETF maintenant. Oui, BlackRock. Vanguard, c'était le seul, je pense, qui est resté en dehors. BlackRock est premier, c'est clair. Mais est-ce qu'il y a eu des gros flux qui seraient ressortis à ce moment-là où il y a vraiment. Parce qu'on a vu, on parlait d'institutionnalisation, où il y avait beaucoup de fonds américains qui sont revenus se positionner là-dedans parce qu'ils ne pouvaient pas le faire avant. Les montants sont importants, hein. Je crois que le montant total des inflows qui sont arrivés sur les ETF spot US, on n'est pas loin de 30 ou 40% des montants sur les ETF Gold. Donc, il y a quand même des capitaux qui sont arrivés. Oui, oui. Et qui restent, hein. Il y a un Et- degré de loyauté. Début octobre, depuis la baisse quand même de 46 000 $, il n'y a pas eu d'outflow massif en fait. Mais comme des gars qui étaient en leverage qui se sont fait démonter. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai une question à poser avant qu'on passe à d'autres assets que le Bitcoin, mais on a beaucoup parlé de stratégie ou de micro-stratégie et de ces boîtes qui Ça, c'est un font du sujet majeur. coffre-fort à Bitcoin. Majeur. Moi, j'aimerais bien avoir votre opinion très brièvement là-dessus parce que stratégie, ils ont pris une claque monumentale. On parle du fait qu'à partir d'un certain prix, ils vont être très très mal. Ça fait un an qu'ils sont en bear market, hein. Voilà, exactement. Oui, Mais surtout, j'ai vu qu'en France, il y avait un entrepreneur français dont j'ai oublié le nom, l'archevêque peut-être, je sais pas, Eric qui a lancé une boîte qui fait Sailor Anneau. exactement la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui joue pas? Parce que je me dis aujourd'hui, autant je comprenais le sens de ces boîtes-là il y a 3-4 ans en arrière, parce que c'était pas facile de rentrer dans le Bitcoin pour le non-initié. Est-ce qu'aujourd'hui, faire encore ce genre de choses a vraiment du sens, hein? Donc les Bitcoin Treasury Company, qui sont drôles quand même parce qu'elles s'appellent BTC, Bitcoin Treasury Company, ce qui est drôle quand même d'avoir un asset et avoir la même définition. Donc effectivement, MicroStrategy, maintenant Stratégie, c'est un peu le fondateur de ça. Donc eux, ils vivaient généralement, je fais une description rapide pour l'audience, eux, ils vivaient basiquement d'avoir un multiple sur le NAV qui était quand même considérable. On va dire au moins de 3 fois le NAV. On a vu une correction, donc Ça dit atteindre 2-3 fois, hein. oui, oui. Et puis on a eu une forte correction où ils sont partis à 1 NAV, voire 0,80 et quelques. Donc pour moi, ça, c'était un change de paradigme dans le marché, puisque grâce à que Stratégie, pour l'instant, prouvait que ces multiples étaient raisonnables vis-à-vis du marché, et que même avec l'apparition des ETF, on n'a pas eu des mouvements extrêmement brusques côté MicroStratégie. On a vu naître ces projets dans divers pays. En France, on a eu, même avant l'annonce du cofondateur de Ledger, on avait aussi de Blockchain Group d'ailleurs, qui avait lancé leur Bitcoin Treasury Company, coté dans la bourse de Paris, si je ne me trompe pas, et du coup disponible pour les épargnants français dans divers produits comme le PEA. Donc je pense que cette dynamique, elle a été lente, puisque entre MicroStrategy et les deux troisièmes qui sont apparus, il y avait quand même un gap qui était quand même considérable. Mais on a vu une correction assez rapide dès que le marché
a vu ses Bitcoin, Ethereum, Treasury Company s'apparaître, on a vu vraiment une remise à niveau des multiples des NAV qui, pour moi, va au moins, sinon réduire, faire disparaître cette dynamique. On aura certainement une par pays, un peu pour une question aussi des produits investissables sur certaines enveloppes fiscales ou pas, parce que chaque pays est un peu un monde. Les maillons faibles vont disparaître. Mais Tant mieux. pour moi, les maillons faibles vont disparaître. Les compagnies qui étaient à 100% dédiées à ça, je pense qu'elles ne vont pas survivre. Mais des compagnies qui ont fait cette stratégie en part pour relever leur action, mais en parallèle à un core business model qui n'est pas qui est leur, pardon, je pense que ça va tout simplement venir et disparaître. Il y a, Au moins les nouvelles apparitions. il y a un sujet à ce début d'année pour stratégie, pour l'action stratégie, c'est de savoir si elle va rester, intégrée dans les indices MSCI. Exactement. Alors, déjà, il y avait cette polémique. alors, ça, c'est un sujet. Alors, on peut considérer que la baisse du cours depuis quelques mois déjà, depuis l'annonce a été faite le 10 octobre, intègre déjà cette possibilité-là. Mais on peut aussi imaginer le contraire, c'est-à-dire que finalement MSCI décide de maintenir l'action, peut-être pour éviter à voir. En tout cas, ce sera une des thématiques. Si nous devions avoir une reprise du cours du Bitcoin début 2026, alors ça peut être juste un rebond, tu sais, la fameuse expression rebond du chat mort, d'être dans une phase de baisse. Donc très bien, mais si on veut avoir cette phase bullish, ça peut être un des déclencheurs. En tout cas, c'est une thématique à surveiller pour ce début d'année. Techniquement, ce que j'ai toujours observé, mais toujours, les signaux techniques donnés sur l'action stratégie ont toujours été en avance du cours du Bitcoin. Tous les signaux techniques, par exemple, en 2024, Stratégie avait fait ses signaux bullish en septembre 2024. Bitcoin a vraiment attendu le jour de la victoire. C'est le 6 novembre que Bitcoin a dépassé son ancien sommeil. Il n'a pas anticipé la victoire de Trump. Dès qu'on a compris qu'il y passait, Bitcoin, Stratégie, 2 mois avant, avait donné le signal. Et là, Stratégie, quand tu regardes d'un point de vue technique, on est beaucoup plus proche du bottom que du top. Le truc est survendu tout en bas. Je ne dis pas que ça ne va pas encore. Pourquoi pas aller à 100 $, quelque chose comme ça. Mais quand tu regardes des actions comme Stratégie, quand tu regardes à nouveau l'expression de Bitcoin en argent, l'expression de Bitcoin en or, et tu te rends compte qu'on est dans une phase de bear depuis déjà 12, 13, 14 mois, est-ce que vraiment 2026 sera entièrement baissier? Tu vois, moi, sur les cycles précédents, tout le monde faisait son top en même temps. Oui. Là, il y a beaucoup de différences. Mais il y avait cet effet, ce faux effet indice, puisque forcément dans les cryptos, on n'a pas des indices très matures. On a Coindesk, on a certains providers qui essayent de le traquer, mais cette dynamique a disparu. Et en fait, je pense que le mot fondamental pour comprendre mieux le marché à ce moment-là, c'est le mot thématique. Ce qu'on a vu, c'est la crypto se déplacer de thématique dans laquelle le jeton, le token était au centre de l'action. On a passé à une thématique dans laquelle c'est l'utilité qui est maintenant celle qui Donc, si met en question le prix. si le jeton n'a pas d'utilité dans le projet, Exactement. il restera à zéro. Exactement. Donc, on voit beaucoup, par exemple, une des thématiques en termes d'utilité qui a explosé cette année, mais qui n'a pas un prix pour la renforcer, c'est les stablecoins. On voit d'ailleurs tout ce flux, je reviens sur l'idée que j'ai mentionnée avant, partir sur Circle, puisque c'est le seul moyen effectif dans les marchés publics, dans le sens côté, d'avoir une exposition au marché de stablecoins. Le USDC. Exactement. Mais ce qu'on voit aussi, c'est des compagnies, des grandes compagnies cotées, Visa, Mastercard, PayPal, qui font des annonces liées aux cryptos, mais où on ne voit pas un reflet de revalorisation au sein des cryptos. Pourquoi? Parce que PayPal annonce le lancement de leur nouveau jeton stable, donc PYUSD. Tout à fait. Quelle action de prix nous espérons de côté crypto? Aucun, puisque c'est une stablecoin. Ce n'est pas parce qu'on va acheter du PYUSD qu'on va avoir des rendements hors normes. L'idée, c'est peut-être qu'un jour, cette masse de stablecoins, si les conditions l'autorisent, viennent se déverser sur une sélection de jetons autres, ce qui finira par arriver. Mais pour ça, en fait, c'est plus une question de rapport au risque. Et là, le marché actuellement, il n'est pas mature pour revenir sur les cryptos, mais il y aura forcément un moment ou un autre un déclencheur où toute cette manne de stablecoins, sa destination naturelle, c'est bien de se convertir en crypto, dans d'autres cryptos. Exactement. Mais c'est ça ce que le marché va devoir trouver. Est-ce que ça va être le cas ou pas? Ou est-ce que les stablecoins vont rester comme une couche intermédiaire pour des paiements? Donc, dans le monde des paiements, on parle beaucoup de stablecoin sandwich, qui est un mot un peu assimilé, mais l'idée, c'est on va dans des marchés émergents où on a zéro accès aux finances traditionnelles ou un accès extrêmement limité.
on fait changement local pour USDT. par exemple. stablecoin, ouais, Exactement. Donc pour moi, c'est pour ça que je reste quand même bullish dans l'aspect DeFi. C'est ces stablecoins-là qui vont permettre d'articuler et de grandir les marchés DeFi. C'est les tokens qui contrôlent ces protocoles qui vont devoir avoir un rôle à jouer. Maintenant, se pose la question, on le voyait avec AV il y a une semaine depuis la date d'enregistrement de cette vidéo, on voyait AV des mises en question de leur structure, entre parenthèses, entre le monde action, le monde equity du business et le monde jeton. Qu'est-ce que j'ai droit en étant jeton, quelqu'un qui possède le jeton, qui est quand même très accessible? En fait, l'activité d'AAV peut être bankable. Exactement. Pourquoi le jeton viendrait refléter ça, alors qu'une action, elle, bah, tu touches des dividendes? Là, c'est pas le cas. Donc, c'est toujours la question qu'on se pose. Pourquoi j'irais acheter le jeton, même si l'entreprise crypto fait du cash? Exactement. Mais idéalement, à l'époque, c'était un moyen de participer collaborativement dans les protocoles. On appelait ça des DAO, Decentralized Autonomous Organizations, donc pour gérer ces protocoles. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a eu un split très clair entre les DAO, donc ces fondations un peu contrôlées par et ou les token holders, et des fondations qui vivent en parallèle, mais qui contrôlent quand même les cash flows. Donc il y a une remise en question aussi du business model de ces tokens DeFi. Pour finir aussi avec stablecoin DeFi, il ne faut jamais oublier la troisième patte, celle qui un peu rend l'utilité exponentielle, et c'est la patte de la tokenisation. Donc on parlait beaucoup de tokenisation déjà en 2017, déjà en 2021, donc c'est 2 périodes, 2022. Ce qu'on rencontre maintenant, si on connecte les 3 avec des plateformes institutionnalisées, c'est là où on voit les grands avantages. On a vu Morpho avait se positionner très rapidement. Retenez bien Morpho AAV, ça explose en 2026. Non, je pense pas. Non, mais Ils ont il y a pas mal quelques bonnes d'ajustements à Il y a refaire. quelques bonnes raisons. Oui, mais enfin, vous êtes tous les deux plus price action que moi. Il faudra qu'on conclue sur le price action, qu'on se mouille un peu. Oui, ça c'est vrai. Mais je pense qu'ils vont devoir, avant de voir vraiment une explosion, que ce soit dans leur business model ou que ce soit dans leur cash flow model, et je les sépare ici pour une question esthétique plutôt, c'est l'utilité ultime qu'ils vont devoir prouver. Celui pour moi qui va se sécuritiser le plus vite, c'est celui qui prendra cette demande pour investir dans l'univers stablecoin tokenisation au plus vite. Parce que n'oublions pas, quasiment 2 de ces 3 business models, donc on sépare la DeFi, mais le business model de la tokenisation, c'est géré par des entreprises hyper connues, qui sont déjà cotées ou qui sont totalement dans le privé. En ce qui concerne les stablecoins, hors Circle, c'est absolument très contrôlé par des marchés privés. Donc qui articule ces 3 mondes? C'est les marchés privés, donc on n'a pas forcément une bonne vue sur ça. Donc une sécurisation de ça, je pense que c'est ce qui va vraiment rendre exponentiel ces marchés et finalement permettre ce influx de capital envers l'utilité. En tout cas, dans ce brouillard qui est devenu le marché des alts, la finance décentralisée, c'est là où il y a encore un peu de visibilité, un peu de compréhension. Oui, absolument. Donc tout n'est pas fini. Non, la crypto peut faire son... De toute façon, elle part de tellement bas, le marché des alts. Oui. Maintenant, non, moi, je pense que la Bitcoin va au moins faire un demi-cycle bear qui a commencé en octobre, mais je ne le vois pas violent. Donc, moi, j'en parlais tout à l'heure. Je pense que 55 000, 65 000 dollars, si on y va, c'est une bonne possibilité. Cette cible des 200 000 dollars qui n'a pas été fait sur ce cycle, elle le fera sur le prochain, j'ai pas d'inquiétude. Oui, et aussi pour la Pour le rebond. Si par contre, lors de nos prévisions, si on descend 2026, alors bon, je vais m'engager plutôt sur décembre 2027. Parce que si c'est l'année du bear. C'est des engagements à clic. Non, en fait, il faut d'abord faire la phase de bottomisation et repartir. Donc, c'est en train. Mais ça prend toujours du temps, il faut bottomiser, on doit dire. Ah, voilà, voilà. Mais quelles sont vos prévisions, messieurs? Ah, moi, j'ai aucune prévision. Là, moi, je suis là pour apprendre, justement. Donc, Ah, monsieur, ça ne va pas. non, je ne veux pas. Non, pour moi, donc, je pense que si on atteint à nouveau les 100 000 pour Bitcoin, je pense qu'on rentrera pas forcément dans un marché haussier, mais un marché très stabilisé. Donc, je pense que cet aspect psychologique des 100 000 est très, très important, surtout dans l'Occident. Parce que, et on disait ça dans le Market Outlook de l'année dernière, pour moi, ce qui n'était pas important à un moment, c'était de suivre Bitcoin dollar, qui est quand même le point de référence. Mais on voyait déjà Bitcoin avec MicroStrategy qui tenait des all-time highs. Déjà, on voyait beaucoup de devises, que ce soit émergentes ou que ce soit de première ligne, comme le Japanese Yen. On le voyait déjà en all-time high dans ces marchés locaux. Ouais. Donc, je pense que pour Bitcoin, les 100 000 dollars vont être fondamentales pour au moins avoir une stabilité.
Je pense que comme on l'a déjà vu cette année, même avec les grosses corrections qu'on a eues en octobre, un vendredi en octobre, on n'aura plus des descentes à double chiffre. Et c'est déjà quelque chose qui a été, pour moi, quasiment validé, à l'exception de sur Binance. Mais sur le reste des marchés, sur le 24 heures, on n'a pas eu de correction au-delà de 10%. Ce qui reste quand même anecdotique, mais ça veut dire que Oui, c'est vrai que c'est chez Binance. Oui. exactement, il n'y avait que chez Binance. Mais après, l'or, par contre, dans le jour de grosse correction de l'or, il a fait du moins 11,25% single day. Donc moi, j'aime beaucoup dire cette phrase de « Ah ben le Bitcoin en intraday drawdown, ben, il a quand même su se comparer avec l'or ». Donc voilà, pour moi, les 100K, très importants. Le bottom aussi, je le vois dans les all-time high de l'époque 21-22. Donc on parlerait entre 55 et 65 000. À voir si on a vraiment cet effet de bottomisation, comme tu mentionnais. Après, pour les alts, moi, je séparerais vraiment en deux. Donc, les alts qui ont passé 2-3 cycles et les nouvelles alts. Donc, je pense qu'il est temps que le top 10, ou au moins en excluant les stablecoins et les token exchange, je pense qu'on va avoir des nouveaux rentrants comme Hyperliquid qui est arrivé. Ouais, bah oui. Ça a été rapide. Il a quand même rentré dans le top 20, top 15 de mémoire. Il a corrigé, mais pas beaucoup, et il est resté là pour toujours. Rajoutons Résilion. Exact. Donc pour moi, ce retest pour les vieux projets, je parle de vieux projets, je parle de Ripple, Cardano Et Cardano, on attend le décollage depuis longtemps. et Ça Ripple. viendra. Donc c'est un peu les. Ripple est quand même remonté à son ATH. Oui, mais après, c'est pour moi ce va se passer avec Bitcoin. Puis il est resté dans un lieu calme. Ils gardent quand même leur position. Oui, tout à fait, il se maintient, ouais. Exactement. Mais il y a cet effet de maintenance qu'il y a. Et après, pour tout ce qui concerne la DeFi, pour moi, on devrait avoir un nouvel acteur qui va apparaître de nulle part, probablement très institutionnel, probablement le premier parce que je pense qu'il y a un statu quo que personne ne veut rompre par rapport à la sécurisation que je mentionnais. Donc on va avoir quelqu'un qui va arriver de nulle part, qui va bouleverser le marché, cette séparation jeton-equity. Et à partir de là, les protocoles vont devoir se remuer et se décider. Est-ce qu'on part dans cette wave de sécurisation ou pas? Est-ce qu'on donne de l'utilité au token hors protocole et on donne une utilité économique ou pas? Et pour moi, c'est ça qui va marquer le cycle en 2026. Et c'est là où moi, je mettrai personnellement mon intérêt. C'est ces protocoles, et je parle de DeFi, mais ça peut être d'autres protocoles de paiement, sans aller trop loin, mais qui vont commencer à se sécuritiser, à rendre pas de l'utilité, mais du bénéfice à leurs holders. Et donc, finalement, pour Ether, dernière prédiction, je crois que le bottom, il va être aussi vers les targets que tu disais, 1500, 2000. Je pense qu'on peut voir même un intra-week ou intra-month dans lequel ce 1500 est challengé, je pense. Mais Ethereum, pour l'instant, a aussi des challenges structurels à gérer par rapport à leur business model, par rapport à leur modèle de staking, de distribution, d'utilité, hors l'utilité d'être le fuel de la finance décentralisée. Mais je pense qu'il s'est très bien positionné par rapport aux autres networks et qu'on peut voir aussi peut-être une remontée vers les 3000 dans le cycle 2026. Ok. Bon, en conclusion, Conclusion. année de transition, espoir de redémarrage et Peut-être l'année qui verra la fin de ce cycle soi-disant de 4 ans, qui n'a pas existé tant que ça finalement, mais bon, c'est la grande question l'année prochaine, nous verrons. Et qui reste ouverte pour la fin de l'année. d'accord. Ouais. Ok, bah merci pour cette overview de ce qui se passe et ce qui se passera, ce qu'on espère ce qui se passera l'année prochaine sur les cryptos en général. Merci d'avoir été présent avec nous pour ces Outlook 2025-2026, 2026 surtout. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année et puis on se retrouve bien sûr dans tout ce qu'on vous publie régulièrement sur les chaînes Fisco Temps Français à partir de l'année prochaine, comme d'habitude. À très bientôt. Allez, au revoir. Prochaine, au revoir. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.